Bonjour à tous, bienvenue au colloque Vérité scientifique et enjeux sociaux. Cette année, le Centre d'Alembert a organisé toute une série de séminaires dont le thème général portait sur ce qu'est un fait établi, sur ce qui fait preuve et sur comment on en arrive à se tromper. Ces questions, elles ont été posées et discutées dans plusieurs disciplines, dont les sciences du climat, l'astrophysique, la biologie, les mathématiques, la physique, les sciences de la communication, ainsi que les sciences économiques et la médecine. Certaines méthodes, certains critères d'établissement de la preuve varient parfois d'une discipline à l'autre. Par exemple, les tests en double aveugle qui sont appliqués en médecine ne sont pas appliqués en sciences de la Terre et de l'univers. La modélisation numérique, les expériences de laboratoire, les démonstrations mathématiques mobilisent des outils, des raisonnements qui ne sont pas identiques. À défaut de méthodes totalement communes, peut-être la présence de méthodes, quelles qu'elles soient, de normes, de pratiques incorporées, par exemple dans la fréquentation des pairs et par la validation par les pairs, constitue un espace commun. Ce colloque est l'occasion de gagner en généralité, en profondeur sur la notion de vérité scientifique, mais aussi de mieux comprendre les malentendus qui s'instaurent régulièrement entre d'un côté les pratiques des scientifiques, les résultats laborieux à l'applicabilité limitée qu'ils obtiennent, et je m'inclus dedans, et de l'autre, les attentes de réponses rapides, claires et de solutions faciles sur des enjeux sociaux précis et importants. Alors que les crises sanitaires, environnementales, sociales et économiques se succèdent, la science et les scientifiques sont mis en avant dans la recherche de solutions et dans la légitimation des décisions politiques, au risque parfois d'apparaître instrumentalisés, mal compris et d'être globalement, collectivement remis en cause. Comment la science et les scientifiques peuvent dire quelque chose qui soit vrai et utile, et puis utile à qui, à quoi, dans combien de temps, à quel coût social et économique? Comment articuler l'autonomie des chercheurs avec les besoins collectifs? Et qu'est-ce qu'on entend aussi par autonomie des chercheurs dans le cadre d'une activité qui est sociale, collective sur de nombreux aspects? Est-ce qu'il s'agit d'une autonomie strictement individuelle ou une autonomie pour de petits groupes, pour la communauté académique dans son ensemble à l'égard d'intérêts politiques, religieux, économiques? Comment constituer de nouveaux savoirs qui soient à la fois solides, mais aussi pertinents pour des collectifs larges et qui vont au-delà de l'intérêt d'un groupe industriel particulier? Est-ce qu'on peut partager le même réel, un même monde commun, si on ne partage pas les mêmes vérités? Pour répondre à ces questions, il y aura aujourd'hui 8 intervenants qui nous ont fait l'honneur d'avoir accepté notre invitation. Chaque présentation durera 30 minutes et à la fin des 2 premiers exposés, et ainsi de suite, il y aura une petite discussion où vous pourrez poser vos questions dans le chat. Donc, le premier intervenant du colloque est Henri Galinon, qui est philosophe des sciences à l'Université Clermont-Auvergne. Ses travaux portent notamment sur la notion de vérité et il a travaillé aussi sur le concept d'épistémologie sociale. Et comme premier intervenant, il va nous permettre de cadrer cette notion de vérité et de préciser son émergence dans la tension entre la pensée individuelle et la présence du collectif. Je lui laisse à présent la parole. Merci beaucoup, Julien Gargani, de cette présentation. Est-ce que vous m'entendez? Oui, sans doute. Oui. Merci de votre invitation. Je vais
partager un petit PowerPoint. Est-ce que là, vous voyez quelque chose? Oui, ok. Oui. Voilà. Merci. Alors, à nouveau, je vous remercie de cette invitation. Ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est, oui, en effet, je vais essayer de dire quelques, j'ai envie de dire, banalités de base, mais importantes d'avoir à l'esprit pour parler de la même chose, peut-être quand on commence un colloque sur la vérité scientifique et les enjeux sociaux. Je dirais quelques mots de la notion de vérité, de la notion de scientificité, et puis ensuite je vais essayer de réfléchir avec vous sur la structure de la relation entre un individu rationnel et le corps des connaissances scientifiques auxquelles il fait face quand il cherche à orienter sa pensée vers la vérité. Et cette personne rationnelle, ça peut être la personne, le citoyen lambda, comme on dit parfois, ignorant des protocoles, des méthodes scientifiques, ou ça peut être aussi le scientifique lui-même. Et dans cette relation entre l'individu et le corps constitué de la science, je vais pas insister, contrairement à ce qu'on fait parfois, sur les défaillances qui peuvent exister chez le citoyen ou des défaillances de rationalité. Vous savez qu'il y a un certain nombre d'études classiques, à la fois en psychologie sociale, ou dont on a aussi beaucoup parlé plus récemment, qui sont régulièrement popularisées sur les failles de la rationalité individuelle, les biais d'ancrage, les biais d'attribution, etc., qu'on a beaucoup travaillé en psychologie expérimentale, et dont de nombreux chercheurs qui sont impliqués dans les questions de médiation scientifique se sont saisis, notamment pour participer à l'éducation critique de tout un chacun. Je ne vais pas du tout parler de ça, de ces défaillances, je vais plutôt m'intéresser au cas où ça marche. C'est-à-dire, je voudrais m'intéresser sur ce qu'un individu parfaitement rationnel est en mesure de faire, de justifier de ses croyances. Et ça va nous amener à réfléchir sur quelque chose qui a été important à la fois dans l'émergence de la méthode scientifique moderne, de l'esprit scientifique moderne, mais aussi de l'esprit de démocratie, et qui est l'autonomie de l'individu, et l'autonomie, j'ai envie d'appeler l'autonomie critique de l'individu, qui lui est conférée par sa capacité à utiliser sa raison, qui est une espèce de lumière naturelle, qui, comme vous savez, a eu un rôle extrêmement important dans la manière dont la société l'insistance sur cette capacité a eu un rôle extrêmement important dans la manière dont la société s'est émancipée de tout un ensemble de dogmatismes, à la fois du point de vue théorique, dans la formation des croyances, à propos de la manière dont l'univers est constitué, dans la nature de l'homme, etc., mais aussi sur les croyances, les convictions sur la manière dont la société devait être gouvernée. Voilà, donc c'est une réflexion sur l'autonomie, les limites de l'autonomie dans la société contemporaine pour un individu rationnel, pas pour un individu défaillant. Si vous avez des questions, peut-être que vous pouvez m'interrompre à tout moment. J'ai pas de souci avec ça. Ça peut être efficace. Je vais pas être très long. Si jamais je dépassais trop, Julien, j'espère que vous me ramèneriez à la raison. Alors, à l'invitation de Julien Gargani, et puis parce que j'ai la chance d'ouvrir ce colloque, je peux essayer de dire quelques petites choses sur deux termes importants qui apparaissent dans les thèmes du colloque, c'est-à-dire science et vérité. À vrai dire, j'ai pas beaucoup de choses. J'ai beaucoup travaillé sur la notion de vérité, mais finalement, dans mon travail, ce que j'ai été amené à faire, c'est surtout dissiper des malentendus qui pouvaient exister sur les problèmes que poserait la notion de vérité. La conclusion à laquelle je suis arrivé, c'est que
la personne, les personnes qui n'ont pas réfléchi spécialement à la notion de vérité, qui la prennent pour ce qu'elle est, la manière dont elle se donne, non problématique, oui, ben, finalement ils ont raison et la vérité est une notion qui n'est pas problématique. Alors je vais en dire un tout petit peu plus. Euh, la notion de vérité, c'est pas une notion scientifique à proprement parler, c'est-à-dire que c'est pas une notion, on ne travaille pas sur la vérité comme on travaille sur les électrons. C'est une notion transversale, c'est quelque chose qui n'est pas l'objet d'une science particulière, c'est en fait quelque chose qu'on regarde comme une norme de toutes les sciences en général, une norme régulatrice de nos pratiques, une notion dont on a besoin pour rendre compte de ce qu'on essaye de faire, pourquoi on essaye de justifier de nos affirmations, pourquoi est-ce qu'on essaye pourquoi est-ce qu'on corrige des choses qu'on a pu dire avant? Ben parce que nos procédures de preuve, de justification, elles doivent répondre à une norme qui les dépasse et qu'on appelle la vérité. Alors, on n'a pas forcément, évidemment, c'est certain, on n'a pas de critère universel de la vérité. C'est peut-être ça qui est troublant quand Ponce Pilate demande qu'est-ce que la vérité. C'est ça qu'il demande. Est-ce qu'il y a un critère universel de la vérité que vous pourriez, vous, me donner? Bon, ben non, il n'y a pas de critère universel de la vérité. Justement, la science, c'est la production de critères qui doivent permettre de trouver des vérités particulières. Donc, la vérité, il n'empêche que la notion de vérité est importante pour rendre compte de ce que nous faisons, mais la vérité est différente de la notion de preuve. Hein, le fait d'avoir une preuve que P, ça implique que P est vrai. Mais le fait que P soit vrai, malheureusement, ça n'implique pas que j'ai une preuve de P. Donc il y a une différence entre la notion de vérité et la notion de preuve, et ce contraste est important. Et on a besoin, évidemment, d'exiger des preuves, différentes affirmations qu'on peut faire ou qu'on peut entendre, mais on a aussi besoin d'une notion besoin d'une notion de vérité pour rendre compte de ce qu'on fait quand on prouve des choses. D'un autre côté, la notion de science, Julien, Mergani, vous l'avez dit en commençant, j'ai pas eu la chance d'assister au séminaire pendant l'année, mais je retrouve dans ce que vous avez dit, des éléments qui me paraissent importants de souligner avant de commencer. La science, on pourrait dire, c'est une façon de chercher la vérité, c'est un certain rapport à la vérité. Alors c'est pas la seule, d'abord, il y a des choses, il y a des manières de chercher la vérité qui ne sont pas scientifiques. Hein, quand je vais chercher quel est l'horaire du train que je dois prendre demain, ou si je dois chercher si ma fille est à l'école, c'est pas une recherche scientifique, pourtant c'est pas si mal. La manière scientifique de chercher la vérité, elle n'est pas toujours possible. Il y a des situations dans lesquelles ça n'est pas possible. Il y a une spécificité néanmoins de la recherche de la vérité qui est propre à la science, mais pour moi, cette spécificité, elle est difficile en fait à préciser. Bon, il y a des éléments qui sont un peu inévitables, l'intersubjectivité ou l'objectivité des résultats, la capacité de la science à produire des résultats qui sont partageables. Et puis, il y a quelque chose qui est plus vague, hein, qui est que, en gros, il y a science à un moment donné quand, dans la communauté qui pratique ces standards sont reconnus comme il y a un consensus sur le fait que ces standards sont reconnus comme les plus exigeants en termes de méthode, les plus exigeants en termes de précision, ce qu'on a de mieux à un moment donné en termes de précision. Ce sont nos meilleurs standards, alors on ne peut pas toujours les utiliser, c'est les points au-dessus, mais ce sont nos meilleurs standards. Et il y a des variations. Ce qu'on peut faire de mieux à un moment donné dans un domaine donné, ben, ça varie selon le domaine, et donc il y a des variations de méthode et d'exigence selon les sciences, mais c'est pas forcément un problème. Donc voilà. La notion de vérité, je la considère comme non problématique. On a besoin de la notion de vérité. Et la science, c'est la poursuite de la vérité. Alors, je sais qu'il y a d'autres manières de concevoir ce que c'est que la science, juste un outil de prédiction, etc. Mais je pense que c'est pas utile de rentrer dans des débats de ce genre. Alors, une fois qu'on a une notion de science et une notion de vérité comme ça à peu près posée, je reviens un petit peu plus à mon sujet, qui est le rapport du sujet rationnel à la science. Et mon premier point, je reviens un petit peu sur ce que j'ai commencé à dire, c'est l'idée de lumière de la raison. L'idée
classique, enfin moderne au sens historique du terme, disons qu'on voit se développer nettement à la Renaissance, puis à l'époque moderne et jusqu'aux Lumières, c'est tout d'un coup la prééminence qui est donnée à la raison comme lumière naturelle et universellement partagée. Cette insistance qui est nouvellement donnée au pouvoir de la raison, elle va avec, historiquement, une critique du dogmatisme et une critique du rôle du préjugé. Ça va avec une injonction à penser par soi-même, à avoir l'esprit critique. Hein, vous savez, quelque chose que vous trouvez très nettement chez Descartes, c'est avant les Lumières, mais c'est la même racine historique, hein, de Descartes dans le discours de la méthode, qui invite à ne tenir en sa créance à peu près rien, qu'on n'ait pas à passer au crible de la raison. Ça va aussi, cette habilitation, cette nouvelle habilitation de la raison avec une paire de crédits, de la manière dont était habilitée l'autorité antérieurement. Les nouveaux, la nouvelle manière de raisonner, c'est non plus en écoutant ce qu'en disent ceux qui ont l'autorité parce qu'ils occupent une certaine fonction dans la société, mais interroger pour soi-même. Alors, chez les protestants, par exemple, on a vu que c'était interroger le texte biblique par soi-même, mais c'est aussi interroger plus généralement la nature, non pas interroger ce que dit le texte sacré, par exemple, sur la nature, mais interroger directement la nature, avoir un regard critique sur ses propres observations, mais aussi un regard critique face à ses pairs. Donc, esprit critique, individualisme radical, en fait, qui va avec cet esprit des Lumières, cet esprit moderne. Et politiquement, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça va aussi avec l'idée que la démocratie est possible parce que c'est une démocratie de citoyens éclairés, et parce que les citoyens sont éclairés, ils peuvent juger notamment de l'intérêt général, ils peuvent et doivent être informés de ce qui se passe dans le pays, etc., etc. La manière dont la démocratie est justifiée au moment de la Révolution française, c'est pas simplement en termes d'équilibre de représentation des intérêts dans un ensemble d'intérêts qui seraient en conflit les uns avec les autres. Il y a vraiment l'idée que, en particulier chez Rousseau, qu'il y a une notion d'intérêt général et que les citoyens éclairés peuvent en juger. Ok, maintenant, quelle est face à cet idéal de rationalité, dont je pense que vous êtes familier comme moi, quelle est ma situation réelle? Si je me pose la question de savoir est-ce que je dois croire que le théorème de Fermat est vrai, je parle du grand théorème de Fermat, est-ce que je dois le croire au sens où est-ce que c'est rationnel de croire que le théorème de Fermat est vrai? Alors, je vous l'avoue, je ne peux pas prouver moi-même mathématiquement que pour n plus grand que 2, l'équation x puissance n plus y puissance n égale z puissance n n'a pas de racine entière. J'ai pas le temps, et puis ça a été coupé, mais ça excède tout simplement mes capacités intellectuelles. Je ne peux pas le prouver, je ne peux même pas comprendre une preuve qu'on me présenterait en réalité. C'est totalement impossible, une preuve mathématique. Néanmoins, je peux le prouver autrement. Je ne peux pas le prouver mathématiquement, mais je pense que c'est important. Je peux le prouver autrement. Et la preuve que j'en ai, la preuve que j'ai que l'équation diophantine de la forme qui est précisée n'a pas de solution entière, c'est que ma première prémisse, c'est mon raisonnement, ma première prémisse, c'est que c'est écrit dans Sciences et Vie Junior que Andrew Wiles, par exemple, a démontré le théorème de Fermat. Donc ça, c'est une simple observation, c'est écrit. Par ailleurs, j'ai une deuxième prémisse que je peux justifier aussi, qui est que ce qui est écrit dans Sciences et Vie Junior est vrai. En général, j'ai toutes les raisons de le croire. Comment est-ce que je fais pour établir ça? C'est quelque chose sur lequel on va revenir, mais en gros, c'est une induction que je fais. Conclusion, si ce qui est écrit dans Sciences et Vie Junior est vrai, qu'il est écrit que Andrew Wiles a démontré le théorème de Fermat, il est vrai qu'Andrew Wiles a démontré le théorème de Fermat. S'il a démontré que le théorème de Fermat, si Wiles a démontré le théorème de Fermat, c'est que le théorème de Fermat est vrai, et donc c'est que les équations de la forme xn plus y n égale zn pour n strictement supérieur à 2 n'ont pas de solution entière.
Et voilà, j'ai ma preuve. Cette situation-là, je pense que ce petit raisonnement nous illustre l'idée de dépendance épistémique, enfin, à un premier niveau. Donc Andrew Wiles et moi, nous n'avons pas tout à fait la même preuve, nous n'avons pas du tout la même preuve du théorème de Fermat. Sa preuve, c'est une preuve mathématique, d'accord, et qui a la particularité d'être ce que j'appelle autonome, c'est ma terminologie, qui n'a pas besoin d'une autre preuve. D'accord. Ma preuve, je reprends une terminologie échangée philosophiquement, mais que j'adapte à la situation de l'épistémologie. Alors, je vois qu'il y a des questions. Peut-être Julien Gargani, vous me direz si jamais vous voulez que je réponde à des questions, ok? On fera ça à la fin des D'accord. exposés. Parce que je ne vous vois pas, donc très bien, parfait. Donc j'utilise cette distinction entre autonome et hétéronome. Autonome qui est homogène à une certaine loi, le nomos, c'est hétéronome qui est hétérogène à une certaine loi, disons. Donc ma preuve du théorème de Fermat, c'est ce que j'appelle une preuve hétéronome. C'est une preuve non mathématique d'un résultat mathématique. Je n'utilise pas les normes mathématiques. Première chose. Et deuxième chose, ce qui la rend hétéronome, c'est qu'elle dépend logiquement de l'existence d'une preuve autonome. D'accord? Pour que ma prémisse 2 soit vraie, donc pour que j'ai vraiment ma preuve, il faut en fait que quelqu'un d'autre ait une autre preuve. Et aussi une preuve, mais une autre preuve. Sinon, ça ne marche pas. Cette situation-là, d'asymétrie, c'est pas une situation qui m'est propre, à moi qui suis très ignorant sans doute certainement des mathématiques en général. Ah, je crois qu'il y a eu mon C'est une situation qui est en fait tout à fait générale. Et c'est quelque chose qui a été très bien montré. Je m'appuie beaucoup sur un article ici de Hartwig, publié en 85, sur la dépendance épistémique. Et qui est donc l'idée que la science contemporaine, globalement, est massivement collaborative, mais en un sens fort, au sens où, en fait, les scientifiques eux-mêmes, les chercheurs eux-mêmes, ne possèdent pas, en général, de preuves autonomes de tous les résultats qu'ils acceptent, ni même souvent de ceux qu'ils ont eux-mêmes contribué à établir. C'est peut-être même le cas d'Andrew Wiles, je ne sais pas exactement quelle est la situation en mathématiques, mais c'est très nettement le cas, par exemple, en physique des particules ou dans des domaines dans lesquels il y a un nombre pour réaliser une expérience, analyser les résultats, les publier, il y a un nombre de compétences qui sont requises, qui sont immenses. On voit parfois des articles avec des dizaines et des dizaines d'auteurs, des techniciens, des expérimentateurs, des théoriciens, qui sont les uns vis-à-vis des autres dans les situations qui est celle de, je veux dire, l'homme ordinaire face à l'expert, dans une situation d'asymétrie épistémique. Ils ne sont pas capables, en général, de rendre raison entièrement de l'ensemble des justifications qui seraient nécessaires d'apporter pour justifier complètement le résultat qui est produit à la fin. Ils s'appuient sur des justifications produites par d'autres qui ne sont pas eux-mêmes capables de justifier. Donc le scientifique, en réalité, comme le citoyen, dépendent épistémiquement de l'existence d'experts, de gens qui sont experts relativement à eux. Et le sujet qui possède, si on peut parler de sujet, la preuve autonome, celle qui se suffit à elle-même, qui ne dépend pas logiquement de l'existence d'une autre preuve, c'est un collectif. C'est le collectif. Alors, quel est ce collectif? C'est difficile de le dire, mais disons que c'est le collectif sans doute des scientifiques, experts dans une science donnée. D'accord? Ce qui est important dans cette idée, c'est que ce que je veux dire, c'est que la dépendance ici, elle est radicale au sens où c'est pas simplement que pour des raisons pratiques, je m'en remets à autrui parce que j'ai pas le temps de vérifier
son résultat, mais je pourrais le faire si jamais je prenais le temps. Non, c'est une situation dans laquelle, en réalité, même si je prenais le temps, je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas le faire parce que la vie est trop courte, mes capacités sont limitées, je ne peux pas tout savoir, je ne peux plus tout savoir, et ça depuis bien longtemps. Cette situation-là de dépendance généralisée, elle fait ressurgir le spectre d'une asymétrie qui ressemble à celle du rapport de l'homme du commun au gourou ou au tenant du dogme, un rapport épistémique que les Lumières, l'injonction des Lumières, nous invitait à critiquer de prime abord. Donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le rapport à l'expert est différent du rapport au gourou, et si cette universelle dépendance est synonyme d'un retour à l'ancienne structure de l'autorité. Alors ça serait le cas si la possession d'une preuve autonome était une condition de la rationalité. Et alors, si on acceptait cette idée sans doute trop exigeante, on devrait arriver à la conclusion que plus la science progresse, plus elle se complexifie, et moins nous sommes rationnels en acceptant ce qu'elle affirme. Parce que du fait de la complexité de la science, fait que va de pair avec avec une spécialisation de la connaissance, et donc une plus grande incapacité individuelle à saisir l'ensemble des tenants et des aboutissants qui sont mobilisés dans les justifications des résultats finaux. D'accord ? Donc, ça serait un résultat, ça serait une idée assez contre-intuitive d'exiger que la rationalité aille avec la possession de ce que j'ai appelé une preuve autonome de ce qu'on accepte. Donc, ce qui est intéressant, c'est que néanmoins, ça ne veut pas dire que nous sommes vis-à-vis des experts dans la situation dans laquelle on est vis-à-vis d'un gourou, celui qui croit au gourou, et dans la situation et dans la pardon, on n'est pas vis-à-vis des experts auxquels on fait confiance dans la situation dans laquelle est celui qui fait confiance à un gourou. Et à quelles conditions? En fait, parce que nous conservons une forme d'autonomie. Nous conservons une forme d'autonomie dans nos justifications, c'est-à-dire que nous continuons à être capables, en dépit de cette dépendance radicale, nous continuons à être capables de justifier, de passer au crible de la raison ce que nous acceptons, les propositions que nous acceptons, les résultats auxquels nous croyons, etc. Et nous pouvons les passer au crible de la raison, néanmoins, nous pouvons les passer au crible de la raison, pas toujours, pas tout le temps, et il faut que certaines conditions soient réunies. Et c'est ça qui me paraît intéressant. Les preuves hétéronomes, d'accord, sont les modalités générales de la preuve auxquelles on a accès. Et les modalités de la preuve hétéronome, elles sont tout à fait particulières, et évidemment, il faut s'intéresser aux conditions sous lesquelles on peut produire des preuves hétéronomes. Alors, si je résume un petit peu ce qu'on a dit que, jusqu'à présent, on a dit que la science devait être vue plutôt comme une entreprise cognitive collective que comme une entreprise cognitive individuelle ou une somme d'entreprises cognitives individuelles. Et cette idée a deux conséquences. Une première conséquence qui est ce qu'on pourrait appeler une condition d'effectivité, une fois qu'on a compris qu'il y avait une dépendance radicale des experts entre eux, que l'individualisme méthodologique, si je puis dire, n'était pas tenable en matière d'épistémologie, on doit en conclure que l'organisation sociale de la science, c'est quelque chose, c'est un sujet qui est passible d'une réflexion méthodologique. Il y a une question qui se pose qui est celle de la rationalité de l'organisation sociale de la science, de la rationalité pas au sens de la rationalité économique, mais la question de savoir si la manière dont est organisée la coopération scientifique est bien conductrice, pour en parler de manière un petit peu avec un barbarisme, est vraiment conductrice de vérité. Ça veut dire que l'idée classique de méthode scientifique, et c'est quelque chose qui est bien connu, je répète ici, l'idée classique de méthode scientifique, en général, c'est une notion qu'on élabore
en réfléchissant le face-à-face du savant face à la nature, alors qui doit faire telle et telle chose pour pas être sujet à l'illusion, à différents biais, etc. Mais en fait, la méthode scientifique, elle doit aussi porter sur l'organisation sociale de la science. D'accord ? La rationalité, c'est aussi une propriété de l'organisation sociale de la science. C'est à cette condition, c'est seulement si elle est bien organisée que elle peut produire ce qu'elle est censée produire. Mais ce qui m'intéresse plus ici, c'est qu'il y a une deuxième conséquence de cette dépendance générale. C'est ce que j'appelle la condition d'autonomie. Si la science est une entreprise cognitive collective et nécessairement telle, irréductiblement telle, elle doit satisfaire une condition particulière si nous pouvons, afin que nous puissions toujours nous considérer comme des êtres rationnellement autonomes. Cette condition, c'est que la connaissance de l'organisation sociale de la science par un sujet soit possible. Il faut que j'ai accès à la compréhension de l'organisation sociale de la science. En tout cas, à un ensemble d'éléments qui me permettent de raisonner sur les bonnes propriétés qu'aurait cette organisation. Et ça, c'est extrêmement important parce que c'est à cette condition seulement que je peux faire mes petites preuves hétéronomes. J'ai donné un exemple joué en commençant. Si, rappelez-vous l'exemple de tout à l'heure, pour me convaincre rationnellement qu'une preuve, que le théorème de Fermat est vrai, il faut que j'arrive à me convaincre rationnellement qu'une preuve du théorème de Fermat a bien été produite, et c'était le sens de la prémisse 2. Là, j'ai dit, la prémisse qui était fondamentale, c'était ce qui est écrit dans Science et Vie Junior est vrai. Et la question, c'est évidemment comment je fais pour établir ça. Sans doute que certains d'entre vous disent que cette prémisse est fausse, mais qu'elle est fausse, qu'elle n'est pas certaine. C'est pas très important ici. Le fait qu'elle soit probablement vraie et que le degré de certitude que ce genre de raisonnement confère à ma conclusion soit pas un degré de certitude maximal n'est pas forcément un problème. Ce qui est important, c'est que de fait, je dois utiliser ce genre de prémisse pour pouvoir m'appuyer ensuite, pour justifier le fait que je m'appuie sur le théorème de Fermat dans ma vie de tous les jours. Quand je le répète, mais aussi éventuellement quand je dois entreprendre des calculs pour lesquels ce serait nécessaire de s'appuyer dessus. Et comment donc je fais pour faire ce genre de raisonnement, pour établir ce genre de prémisse? Je fais une induction. Je fais une induction sur quoi? Par définition, je suis en général pas capable, je l'ai dit tout à l'heure, de vérifier si Andrew Weiss lui-même, sa preuve est correcte, s'il l'a bien choisi. Et je suis même en général pas capable non plus de vérifier complètement la manière dont travaillent les journalistes chez Science et Vie Junior. Est-ce qu'ils se sont bien allés voir leurs collègues peut-être de Science et Vie qui eux-mêmes sont allés voir, ont bien lu l'article de Science? Est-ce que les journalistes ou les rapporteurs dans Science ont été des relecteurs directs de la preuve de Wells? Tout ça, en fait, j'en sais rien, je suppose. Enfin, je suppose pas, excusez-moi, justement, je ne veux pas dire que je le suppose pas, mais je le crois. Et je le crois par induction, parce que je n'ai pas de raison de ne pas le croire. En fait, je m'appuie, de manière générale, sur ce qu'on pourrait appeler les métadonnées, par analogie avec ce qu'on voit sur Internet ou les traces téléphoniques sur les réseaux, les métadonnées émises par les transactions épistémiques dans la société. Et tout ce qui peut me servir d'indice du fait que l'organisation de la science et de sa diffusion, les canaux par lesquels j'ai accès à ces résultats, est vertueux. Donc, c'est ça qui est fondamental. Et c'est quoi ces éléments? Ces éléments, c'est des petites choses que j'essaye d'attraper à gauche à droite, des signes de probité et de la compétence des agents. Des agents, c'est les scientifiques, les experts, ou si je suis mes collègues, si je suis scientifique, mais si je ne suis pas scientifique, des journalistes par lesquels j'ai acquis la connaissance des résultats.
la confiance que je peux avoir dans les responsables des différentes organisations scientifiques, dans la sincérité de la raison sociale des institutions qui organisent la production de connaissances, des canaux qui assurent la diffusion des éléments auxquels j'ai accès, etc., etc. Tout ça, c'est une chaîne de transactions par lesquelles passent les informations, et je peux interroger chacun des maillons de cette chaîne, et c'est parce que j'ai confiance, par induction, j'arrive à établir qu'il est probable que cette chaîne fonctionne, que je suis capable de rendre raison de mes croyances. Voilà, en quelques mots, ce que je voulais dire. Alors évidemment, je ne suis pas en train de dire que la situation du savant est la même que celle du citoyen, parce que sa position, celle du savant, n'est pas la même dans la chaîne de production de la connaissance que celle du citoyen. Il y a beaucoup moins de maillons intermédiaires qui sont autant de médiation entre c'est la possession de qu'il a entre sa preuve hétéronome et la possibilité d'une preuve autonome. Mais néanmoins, la médiation existe aussi dans le cas du savant. Et ce que je voudrais, la conclusion que je tire de tout ça, la conclusion très, très, très modeste que je tirais, c'est que finalement notre point de départ, c'était que l'exercice de la raison, l'autonomie, que cet exercice de conférer à la raison était pensé, vous rappelez-vous, au début, au moment de la naissance de notre modernité, comme une condition de possibilité de la science et de la démocratie. C'était notre autonomie et notre raison, la position de notre raison qui était garant de ces possibilités, la possibilité de la science, la possibilité de la démocratie. Et la conclusion à laquelle on arrive, c'est en quelque sorte une conclusion qui est réciproque. C'est que, à l'âge de la dépendance épistémique radicale, massive, bien, c'est finalement de tous les éléments qui nous permettent d'avoir confiance, de pouvoir affirmer que ce qui est produit est vrai, et donc la transparence des institutions qui le produisent, l'efficacité de la presse dans ses enquêtes sur les différents faits, l'importance de la médiation scientifique, tous ces éléments sociétaux qui sont en général solidaires d'une société ouverte et démocratique. En fait, ce que ça nous montre, c'est que à l'âge de la dépendance épistémique, c'est ce que j'écris sur la slide, finalement, c'est la démocratie qui devient à son tour une condition de possibilité de l'autonomie et de l'exercice de la raison des citoyens. Voilà. Donc, il y a une sorte de double dépendance, à la fois de l'exercice de l'esprit critique comme condition de possibilité de la démocratie, et de la démocratie comme condition de possibilité d'exercice de l'esprit critique. Voilà, je vais conclure là-dessus. Je vous remercie beaucoup. Merci à Henri Galinon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au second intervenant et qu'on posera les questions à la fin de vos deux interventions. Donc, le second intervenant est Bruno Andreotti, qui est physicien à l'Université de Paris. C'est un physicien reconnu, notamment sur les milieux granulaires. Et il a fait dernièrement un effort réflexif sur ses pratiques de chercheur, d'enseignant aussi, où il invitait à renouer avec l'éthique de la disputatio et à éviter la mise en concurrence dérégulée des énoncés sur le marché de l'information. Et je lui donne à présent la parole. Merci beaucoup. J'espère qu'on me voit à l'écran. J'ai pas préparé de slide, donc effectivement, j'ai pas de casquette savante pour m'exprimer. Je m'exprime comme praticien et je vais aborder aujourd'hui la question d'expertise, de l'expert, avec une casquette particulière qui est que j'ai tenté
d'expérimenter sur moi-même depuis 1 an, de faire l'expert dans le contexte du risque de transmission aéroportée de SARS-CoV-2, pour essayer de comprendre ce qui se passe quand on se met en position d'expert, quelle est l'éthique particulière qu'on a avec différents interlocuteurs dans cette situation, comment on pense. Mais il est un peu tôt pour rendre compte de cette expérience réflexive. Et donc, je vais aborder la question de l'expert par une phase plus abstraite, sans ayant d'expertise pour en parler. Donc, si l'expertise n'est pas aussi vieille que le monde, il faut sans doute en faire remonter la figure et les questions qui s'y rattachent à l'Athènes démocratique, où s'est inventé simultanément la science et la philosophie entre le 7e et le 4e avant Jésus-Christ. Et dans cette période, les experts avaient cette particularité d'être des esclaves publics, de sorte à les empêcher d'accaparer le pouvoir. L'invention de la démocratie, c'est que pour la première fois de l'histoire qui nous est accessible, la communauté des citoyens, le démos, imagine de se doter de manière raisonnée de ses propres règles collectives. Et ce qui importe dans ce fondement démocratique de la politique, c'est la mise en débat d'une pluralité de rationalités. En effet, si l'avenir d'une société est largement conditionné par son économie, les techniques qu'elle maîtrise, les institutions sociales dont elle s'est dotée, il n'en existe aucune détermination transcendante qui serait strictement déductible au sens scientifique du passé. Et en conséquence, la démocratie suppose un espace de pensée, de critique, de conflit qui laisse toute sa place à l'indétermination du social et qui restitue à la politique sa part de création non déterminée. Simultanément qu'apparaît la démocratie, l'idéal démocratique à Athènes, apparaît la nécessité d'une sphère du savoir qui repose sur l'interrogation illimitée du monde, la critique permanente des institutions sociales et la recherche de la vérité comme horizon commun, qui vient juste d'être utilisé comme définition de la science. Dans leur visée, la politique et le savoir sont fondamentalement différents. Pour dire les choses très brutalement, si la science vise à établir une forme de vérité collective, le politique ne vise pas au vrai, mais plutôt au bien. Et la question qui m'occupe aujourd'hui, la question de l'expertise, est finalement déjà posée pratiquement dans les termes contemporains par Platon dans son Protagoras, dans lequel il fait une charge contre la démocratie délibérative en lui opposant le gouvernement par les meilleurs, d'une certaine manière par les experts. Dans sa forme contemporaine, la figure du savant s'articule autour d'une double fonction, d'un double métier, si on veut. D'une part, le professeur, l'enseignant, qui est spécialiste d'un champ de savoir établi, et d'autre part, le chercheur qui, à l'intérieur de ce champ de savoir large, produit des savoirs sur des questions beaucoup plus étroites à l'intérieur de son champ disciplinaire et en se pliant, se conformant aux normes de véridiction propres à la production académique. Je vais faire une petite distinction traditionnelle entre les humanités et la science que je voudrais rassembler. Donc, quand je vais employer le mot académique, ça rassemble les deux. La division traditionnelle entre ces deux composantes du travail académique, c'est que les humanités travaillent à donner du sens sur des objets qui sont soumis à la contingence sociale historique, qui sont des singularités qui dépendent de la société. On pourrait dire en statistique que les humanités s'intéressent toujours à n égale 1, quand les sciences visent à comprendre, à mettre en évidence des causalités objectivées
avec cette possibilité d'avoir une expérimentation pour répondre à ces questions. Qu'est-ce qui fait la particularité de la véridiction savante, de la manière d'établir au sens collectif et asymptotique dans le temps des formes de vérité? Eh bien, ça passe par la recension de faits objectivables, publiés avec un appareil de preuve, au moins pour les spécialités que je connais, enfin pour ma discipline qui est la physique, avec une bibliographie intègre établissant l'état de l'art sur le sujet, et surtout, elle passe par la dispute académique des résultats avec les pairs, c'est-à-dire tous ceux qui ont produit du savoir dans un domaine connexe. Donc, il n'y a de vérité scientifique que comme visée collective et jamais comme dévoilement individuel d'une vérité préexistante. La production savante a cette particularité d'être simultanément extrêmement individuée, mais à la fois inséparable du collectif sur lequel repose sa capacité probabiliste, on pourrait dire, de véridiction. Et cette production de savoir académique repose sur un idéal régulateur qui est l'autonomie du monde savant vis-à-vis de tous les pouvoirs religieux, politiques, économiques, et donc depuis le XIXe siècle sur la liberté académique, ce qui pose évidemment un problème immédiat quand on cherche le point d'articulation entre l'activité scientifique et le politique. Au XIXe, il y a une bascule qui s'opère, qui est que la société s'affranchit graduellement de l'hétéronomie religieuse et de ses normes, et la science devient alors une instance supplétive de légitimation politique, de légitimation du pouvoir, en remplacement de la religion. Et c'est dans ce contexte qu'apparaît l'idée technocratique, celle même qui avait été défendue par Platon, mais qui prend son sens moderne autour du mythe du progrès, avec des mouvements nourris par le saint-simonisme et le positivisme kantien, dans lequel les élites s'appuient sur l'idéal de raison pour prendre en charge le destin de l'humanité, devant conduire au bien commun par la soumission de la nature et des hommes et par l'accroissement illimité de la production de biens matériels. Donc ce dogme téléologique d'un gouvernement des savants, fondé sur la centralité de l'ordre économique et sur l'expansion infinie de la sphère productive et de la sphère technoscientifique, eh bien, à la fois, il reste très vivace dans le milieu académique, en particulier en sciences de la nature, mais il a eu une histoire particulière puisqu'il s'est fracassé sur les 2 guerres mondiales et sur les grands totalitarismes du XXe siècle, c'est-à-dire sur le fait qu'il contient, plus qu'en germe, une négation du politique par la violence qu'il impose du consentement à une vision unique du monde et donc une violation de l'idée démocratique rappelé par les grands penseurs libéraux après la Seconde Guerre mondiale, qui suppose la pluralité des rationalités en débat. Donc, à partir de ces prémices, les sphères politiques et savantes étant posées avec des affinités, la mise en débat et la disputatio, mais aussi des différences irréductibles, le pluralisme pour l'un et l'ambition d'élaborer une vérité collective pour l'autre. Quels sont leurs points d'articulation? D'abord, sur l'autonomie du monde savant, eh bien, on en chercherait en vain un âge d'or. À ma connaissance, il n'y a jamais eu de période d'autonomie réelle de la recherche scientifique, du monde scientifique, vis-à-vis du pouvoir, ni du monde académique. Son histoire sociale est faite de batailles, de tensions, d'arbitrages, de phases d'effervescence pendant lesquelles le monde scientifique connaît un surcroît de liberté et des phases de reprise en main
comme celle que nous subissons depuis 15-20 ans. Et indépendamment de cette question de la réalité de l'autonomie de la recherche scientifique, auquel on peut être attaché comme idéal régulateur, même si ce n'est pas réalisé, c'est mon cas, il existe un autre brouillage entre la sphère savante et la sphère politique qui existe au cœur même de la pratique scientifique, où interviennent en plus des processus épistémiques d'élaboration de normes de production de la connaissance, des valeurs, et je vais pas rentrer dans ce détail, mais je pense que c'est une chose très importante qui est abordée dans la philosophie des sciences contemporaines. Pour ce qui m'intéresse, je vais prendre des choses assez simples pour montrer qu'il y a du politique dans toute activité scientifique. C'est presque une évidence. Et ça va me permettre de pointer un autre écueil qui est face à face avec l'écueil technocratique que j'ai évoqué avant, qui est l'écueil de la tour d'ivoire, c'est-à-dire l'idée abstraite selon laquelle il n'y a de production de connaissances bonne, éthique, que dans cette limite où elle serait débarrassée intégralement de toute portée politique. En particulier, il me semble que tous les chercheurs, je peux parler de mon cas, partent de leur libido politique pour choisir leur sujet de recherche. Moi, si je travaille sur les nuages, si j'ai travaillé sur la période récente sur la transmission aéroportée de SARS-CoV-2, eh bien, c'est motivé par des questions politiques, sociales, et en aucun cas, ça ne remet en cause ni l'exigence, ni le caractère scientifique du travail qu'on peut produire dans ces conditions, dont le caractère scientifique provient de leur réception, c'est-à-dire de l'existence des normes de probation et de la dispute avec les pairs. Alors, j'en arrive à la figure de l'expert qui est à l'interface entre la sphère politique qui, dans la démocratie, est fondée sur la pluralité des rationalités en débat, et la sphère savante qui se fonde sur l'autonomie collective vis-à-vis de tous les pouvoirs. Pourquoi est-ce que cette figure de l'expert apparaît? Eh bien, elle se justifie pleinement par l'hypertechnicité de nos sociétés et d'autre part par l'existence d'un coût d'entrée très élevé des savoirs disciplinaires. Pour ma discipline, apprendre la physique, eh bien, ça prend 5 ans après le bac, c'est aussi simple que ça. Et donc, ça pose un problème immédiat de l'articulation entre l'idéal démocratique et la science. En conséquence, on arrive à l'idée que le débat public nécessaire et la délibération propre à la démocratie doivent être éclairés par le fait scientifique, mais aussi par la production de sens des humanités. Donc, ça nous permet de formuler un guide sur ce qui serait une bonne interface conforme à ces deux idéaux et qui permettent de rejeter le double écueil de la technocratie scientiste d'une part et du modèle de la tour d'ivoire du savoir d'autre part, de sorte à établir des bases d'une interface entre science et démocratie. Il me semble qu'il y a un cas très fréquemment cité et pour cause qui est extrêmement intéressant, c'est celle du GIEC, qui a un énorme mérite, c'est celui d'exister dans le réel et par conséquent d'être une institution dont on peut discuter. Les rapports du GIEC se fondent en partie sur des normes qui viennent de la science, sur le collectif, sur l'état de l'art bibliographique établi de manière intègre, sur des normes de cooptation par les pairs du monde académique.
Cependant, il se distingue du travail proprement scientifique en étant policy relevant, c'est-à-dire pertinent pour l'action publique, tout en étant non-policy prescriptive, c'est-à-dire se refusant d'être prescripteur de l'action publique. Donc clairement, le GIEC échappe à la fois à l'écueil du scientisme et à l'écueil de la tour d'ivoire, et son travail de revue bibliographique est parfaitement conforme aux normes contemporaines de la science, qui n'est pas le cas de beaucoup d'agences gouvernementales, sanitaires en particulier, et j'en ai fait l'expérience directe dont je pourrais témoigner. Plusieurs choses cependant, même pour ce cas presque idéal du GIEC, interrogent. D'une part, les rapports du GIEC sont soumis à l'approbation du politique. Et on parle ici de représentants directs du roi d'Arabie Saoudite qui a un droit de regard sur le rapport produit. Ensuite, on ne peut que constater que le GIEC a, à cette heure, échoué dans sa visée de transformation des politiques publiques, et vu l'urgence, il faut malgré tout s'interroger sur l'origine de cet échec. Enfin, et c'est le plus important de ce que je voudrais développer, l'expertise qui a envahi l'espace public depuis la fin des années 70 ne prend pas du tout la forme très singulière que prend le GIEC, qui est presque un cas singulier. De fait, c'est la nature même de l'expertise qui a changé depuis le début des années 80. L'idéal type de l'expert pendant la période précédente, que je vais appeler la période fordiste, eh bien, c'est un individu disposant d'une supériorité épistémique dans un domaine de savoir technique et spécialisé. Il a des connaissances que ses concitoyens n'ont pas. L'expertise qu'il détient repose sur les méthodes standardisées, ce qui signifie que tous les experts au sens fordiste sont interchangeables. Ils produisent le même type d'expertise. En ce sens, l'expert fordiste est extrêmement proche du professeur, de l'enseignant. Il est non individué et il ne s'appuie sur la puissance de véridiction du collectif que par le fait que son expertise s'appuie sur des savoirs stabilisés, fondamentaux pour le professeur, encore que, et de l'ordre du savoir-faire technique pour l'expert. Et de fait aussi, la certification des compétences de l'expert pendant l'ère fordiste est assez semblable à celle des professeurs, et vient de la formation et puis d'une certaine pratique de l'expérience concrète d'être expert ou d'être enseignant. L'expert, à la différence du professeur, est un client qui doit reconnaître son ignorance et qui lui délègue le soin de lui apporter une analyse des solutions techniques au mieux de l'état de l'art. Et par conséquent, l'expert de l'ère fordiste est entièrement cohérent avec l'approche gestionnaire des structures tayloriennes centralisées qui prévalait à l'époque sur la rationalisation du travail, l'autorité, l'impersonnalité des fonctions spécialisées et surtout l'existence de la hiérarchie. Qu'est-ce qui a changé depuis la fin des années 70, début des années 80? Eh bien, c'est le tournant managérial qui a fait prendre graduellement un tout autre visage à l'expert, et on pourrait remonter pour cette figure de l'expert néolibéral à Lippmann dans les années 30, on pourrait l'appeler l'expert lippmannien. Et il repose sur une toute autre chose que des connaissances techniques établies, mais il se propose plutôt de diriger les conduites des individus au travers d'outils comme les projets Call for Proposals, de l'évaluation, le benchmarking, du classement, le ranking. Et la nature du savoir de l'expert a changé entre l'ère fordiste et la période contemporaine
pour devenir une capacité à dire le conforme à un système de normes, de règles, de procédures, de formalités, de certification, de conduite du changement, ou encore de manipulation d'indicateurs de performance. C'est sa légitimité épistémique elle-même qui devient floue, et associée à cette figure, on a vu proliférer dans exactement la même période l'imposture publicitaire, les charlatans de plateaux de télévision, les think tanks qui se présentent au public comme des instituts de recherche, les débunkers amateurs, et ainsi de suite. C'est-à-dire une forme de dérégulation à la fois de l'espace démocratique et de l'espace savant. Dans la division fonctionnelle de la société entre des décideurs d'un côté, des experts qui donc ont cette capacité de dire la conformité aux normes, et d'exécutants, eh bien, j'y lis une entreprise d'évacuation du politique, d'anesthésie de la conflictualité, qui participe d'une réduction du politique à un ordre gestionnaire, ou de réduction du politique à la technique, c'est le solutionnisme, qui n'a plus grand-chose à voir avec l'idéal démocratique et pas grand-chose à voir non plus avec la science telle que je peux la pratiquer. Une des choses qui reflète cette transition, c'est la disparition au sein de l'appareil d'État de la figure de l'ingénieur savant qui avait fait la force de l'école polytechnique depuis le 19e, au profit d'élites scolairement dominées, mais socialement et économiquement dominantes, comme disait Bourdieu, formées à l'ENA ou à l'EC. Ça en constitue un symptôme. On a pu voir pendant la syndémie qu'il n'y avait pratiquement plus de haute fonction publique qui soit capable de faire une bibliographie scientifique intègre, de mettre en œuvre des politiques publiques, de s'occuper de logistique. Et cette mutation managériale de l'expertise n'est pas seulement une lame de fond qui contribue à l'anomie de la société, au conformisme, à la crise démocratique qu'on traverse. Elle met aussi en crise très profondément la sphère savante elle-même en la dérégulant. Je voudrais insister sur le mal que nous fait la figure du battleur médiatique, qui a été absolument omniprésente depuis 1 an et demi, mais qu'on peut faire remonter aux nouveaux philosophes, à l'affrontement entre Allègre et Tazieff il y a 30 ans, donc qui n'est pas nouvelle. Quand la science procède du collectif et de normes de véridiction précises, le battleur médiatique, lui, prétend à détenir une vérité scientifique individuellement. C'est-à-dire qu'il remplace de fait la production de preuves par sa réputation. Et les mécanismes de réputation qui remplacent l'établissement de la preuve, eh bien, il me semble que ce n'est que la partie apparente d'un envahissement extrêmement profond de l'activité académique par des mécanismes semblables de réputation, par la figure du manager de la science, du PI. Et donc, l'ensemble de ça, il me semble, est tout à fait cohérent comme pointant une double dérégulation, à la fois des normes de production savantes, mais aussi de l'espace démocratique. Pour revenir au GIEC, il me semble que malgré les normes et les procédures extrêmement vertueuses, remarquables, mises en place, l'échec à transformer le réel pour l'instant, eh bien, vient du fait qu'il participe de fait à cette anesthésie démocratique en s'adressant explicitement aux décideurs et en se refusant à considérer l'ensemble des transformations sociales et institutionnelles qui pourraient s'avérer nécessaires à juguler le réchauffement climatique. Donc, dans cette crise multiple, sociale, démocratique, scientifique, environnementale que nous traversons,
elle a des similitudes étroites avec la crise du libéralisme au début du XXe siècle et du reste, elle engendre les mêmes débats. Ce que je viens de développer, eh bien, c'est largement emprunté de ce qu'a pu écrire Polanyi il y a presque un siècle, des débats entre Dewey et Lippmann dans les années 30. Et puisque eh bien, je dois m'adresser à la propre critique de ne pas beaucoup avancer par rapport à la manière dont les choses étaient posées il y a un siècle, eh bien, il me semble que nous n'avons d'autre choix que de repartir de ce que j'ai discuté en prémisse, c'est-à-dire de l'idéal démocratique pour essayer de le refaire vivre en le libérant de toute emprise scientiste, en rappelant la nécessité du travail de création politique, du travail sur l'imaginaire, du travail sur la création de sens et de la pleine légitimité du politique à fixer des limites aux sphères techniques et productives, indépendamment de l'état technique et scientifique. Donc, ça suppose de se débarrasser non pas de l'expert en général, mais de l'expert néolibéral, de sa figure contemporaine, pour en instituer une autre, pour changer la nature de l'interface entre science et politique. Et d'autre part, il nous faut repartir de l'idéal régulateur du travail savant, c'est-à-dire l'autonomie effective, l'exigence, l'intégrité, la liberté académique, et surtout reprendre assise sur la capacité de vérification du collectif. Et là aussi, ça suppose d'en finir avec des figures comme le battleur médiatique, le manager de la science et les formes contemporaines de l'expert. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Dans vos interventions, vous avez évoqué tous les deux l'articulation science-démocratie, la science comme connaissance collective qui rend possible et est rendue possible par la démocratie et une reconnaissance de la rationalité des autres. Est-ce que, du coup, pour vous, le dysfonctionnement de l'un, soit la science, soit la démocratie, conduit au dysfonctionnement de l'autre, hein, et est-ce que l'absence de l'un conduit à l'absence de l'autre, hein? Est-ce que c'est aussi mécanique que cela? C'est une question qui est ouverte aux deux. Bruno, vous voulez répondre? Donc, je ne dirais pas tout à fait les choses comme ça, ni en termes de mécanique, mais plutôt qui sont les deux phases de la tradition sociale historique dans laquelle on s'inscrit, qui est la raison, que, disons, en tout cas moi je m'inscris clairement dans le rationalisme et par conséquent il me semble difficile il me semble nécessaire de penser les deux simultanément si on veut les réinstituer, c'est-à-dire en faire la critique et proposer des institutions concrètes, pratiques, qui mettent en œuvre d'un côté un espace public de délibération qui sortent de l'état d'anomie et de l'autre des institutions scientifiques qui permettent simultanément d'éclairer le débat public et de retrouver l'autonomie nécessaire à l'exercice savant. Oui, moi, pour le dire dans les termes qui étaient les miens au départ, en fait, non, je pense qu'il peut y avoir une science dans une société non démocratique. Et je pense que d'ailleurs l'histoire l'a montré. La question c'est d'abord quelle science?
Et la question, c'est est-ce que c'est la science dont on veut? Ce sur quoi j'ai essayé d'insister, c'était l'idée que si on veut que les individus continuent à être autonomes, continuent à pouvoir exercer leur esprit critique, donc rester en quelque sorte maîtres de leur décision, de leur destinée, alors la science doit s'inscrire dans un cadre dans un cadre politique particulier dans lequel les institutions ont une raison sociale transparente, dans lesquelles il y a des contre-pouvoirs, etc., dans lesquelles il y a une lecture des intérêts en jeu qui sont possibles, dans lesquelles il y a tout un ensemble d'éléments qui nous permettent de juger proprement de la probabilité, de la qualité, de la véridiction, pour prendre le terme de Bruno Andreotti, de ce qui est produit. Après, c'est tout à fait possible d'avoir il me semble, une science efficace, ou alors je ne sais pas ce que ça veut dire efficace, mais qui produit des résultats, produit des résultats à la fois théoriques et techniques. Je pense à la Russie soviétique, par exemple, dans un monde dans lequel le citoyen est à peu près totalement incapable d'aucune forme d'autonomie rationnelle, parce que comme ça a été bien montré dans des romans, je sais pas, de Zinoviev, Les Hauteurs béantes, ou dans plein de livres plus ou moins tragiques ou drôles, tragicomiques sur la vie intellectuelle pour un savant sous la Russie soviétique, c'est difficile de faire autrement que de se tenir pour dit ce qu'on nous dit dans beaucoup de domaines. Donc il n'y a pas d'autonomie il peut y avoir une science sans autonomie individuelle du savant, il peut y avoir une science à mon avis, sans autonomie même des scientifiques globalement, mais c'est pas pour autant que c'est ce qu'on veut. Ce qu'on veut, moi je partais du principe que ce qu'on cherchait, c'était un modèle de société dans lequel on peut être fidèle à l'idée qu'on se fait de nous-mêmes comme être raisonnable et maître de notre destin, qui est à la fois à la source, ça produit ça doit avoir des conséquences à la fois sur les idées qu'on a, sur la manière dont on doit se gouverner, et la manière, et aussi des conséquences sur l'idée qu'on a de la manière dont la science doit être produite, et ce que doit être mon rapport à la science à tout moment. Merci. Donc, je rappelle que vous pouvez poser des questions dans le chat aux deux intervenants. Pour l'instant, c'est surtout des remarques qui sont faites pour rebondir sur le fonctionnement du GIEC, notamment sur le fait que vu que les États validaient et votaient les rapports du GIEC, il pouvait y avoir un certain nombre de scénarios qui étaient écartés par les États. C'est Fabrice Flippo. D'ailleurs, si Fabrice Flippo veut intervenir directement, vous pouvez, Fabrice, intervenir dans le débat, poser des questions. Donc, plusieurs remarques au niveau du GIEC. Je suis en train de lire les remarques. Alors, je vois une question. Les autres sont des remarques. Je vois une question. Certaines personnes pensent ou tiennent le discours que les chercheurs ne peuvent être militants. Qu'en pensez-vous? Que pensez-vous de ce sujet? Ça a déjà été un peu évoqué par Bruno Andreotti lors de son intervention, mais peut-être reformuler une réponse autour de cela. Donc, je répète la question. Certaines personnes pensent que les chercheurs ne peuvent être militants. Qu'est-ce que vous pensez? Donc, moi j'ai une position assez claire là-dessus, c'est-à-dire que les discipline par discipline, il existe des communautés de chercheurs qui sont seuls en charge des normes en vigueur dans leur discipline, et en conséquence, la limite très claire entre la libido politique parfaitement légitime pour mener un travail
et le militantisme, elle est liée à la capacité du travail à être reçu par les pairs. Et en conséquence, pour ma part, je trouve extrêmement problématique l'ensemble des travaux qui ne sont produits non pas pour s'adresser aux pairs, mais qui visent à court-circuiter les pairs pour aller chercher la polémique dans l'espace public. Donc, c'est en partie ce que j'appellerais la garbage science, c'est-à-dire des choses qui sont techniquement pas très bonnes, mais pas tout à fait fausses non plus, disons qui sont acceptables dans les normes, mais qui visent à produire un effet monumental, par exemple sur l'existence d'un gène de la déviance politique. On peut parfaitement produire un calcul de score polygénique qui permettrait de faire un article scientifique là-dessus. Et immédiatement, le New York Times s'en saisirait pour en faire un débat public. Donc ça me pose énormément de problèmes, c'est-à-dire ce court-circuitage des pairs. La figure de l'intellectuel public me pose problème aussi, mais je ne veux pas monopoliser la réponse. Une autre question dans le chat, ne pensez-vous pas que l'évaluation ouverte, à savoir la publication des rapports, ne risque pas d'amplifier des phénomènes de figure de l'expert, de battleur médiatique? C'est une question ouverte et je pense qu'il appartient à l'ensemble de la communauté académique, je répète, discipline par discipline, de faire des expériences de ce type dans les revues, d'en tirer les conséquences, d'en faire la critique. Et il me semble que la bonne réponse ne peut être que collective à ces questions et très, très découpée selon les disciplines, de sorte à ne pas produire des réponses qui soient non pertinentes là-dessus. Il me semble que se saisir de la réflexivité, en particulier dans les disciplines scientifiques, est un point extrêmement important pour réinstituer des normes qui permettent de passer le moment de crise qu'on traverse, de crise des reviewers, de crise des revues sous contrôle du privé et ainsi de suite. Une question peut-être plus pour Henri Galinon. Il y a quelqu'un qui aimerait avoir une précision sur la différence que vous faites entre vérité et réalité, sachant que effectivement beaucoup de disciplines scientifiques, leur objet c'est de comprendre la réalité et pas de déterminer la vérité. Donc est-ce que vous pourriez redire quelques mots sur ce thème, cette opposition vérité et réalité? Alors, moi, j'allais dire, je fais pas de différence entre les deux. Je fais une différence entre les deux au sens où la vérité, c'est une propriété du discours, et la réalité, c'est ce dont parle le discours vrai, qui a cette propriété. C'est ça le lien entre les deux notions. Pour moi, quand on cherche à établir, à connaître le réel, et à produire un discours qui est conforme à ce réel, ben on cherche la vérité et rien d'autre. Alors peut-être que la personne qui pose la question a une autre distinction en tête, peut-être que elle charge la notion de vérité de quelque chose dont moi je ne la charge pas, peut-être d'un discours qui pourrait être vrai sans qu'il y ait aucune réalité à mettre en face. Je sais pas, c'est peut-être ça la crainte disons que la crainte que je peux imaginer poindre derrière, c'est la question, par exemple, de savoir si, prenez par exemple le discours moral ou le discours esthétique, je sais pas, le chou de Bruxelles, c'est meilleur que les carottes râpées, voilà. Est-ce que
peut-être qu'il y a des gens qui sont susceptibles de penser que on peut se poser la question de savoir si cette phrase est vraie ou si elle n'est pas vraie, mais en même temps admettre qu'il n'y a pas de réalité derrière, qu'il y a simplement, s'il y a une vérité, elle est l'objet simplement d'un consensus, d'une construction sociale qui serait pas tout à fait une réalité ou qui pourrait pas faire l'objet de science. Peut-être que, en effet, il y a des domaines dans lesquels des domaines dans lesquels on peut affirmer des choses sans qu'il y ait en quelque sorte, de réalité en face, qui soit intersubjectivement partageable et qui viendrait rendre vrai ce discours. Mais dans ce cas-là, je dirais que le domaine du discours en question, c'est un domaine du discours dans lequel il n'y a pas de vérité non plus. Et de toute façon, il me semble que c'est dans l'autre sens que ça marche. C'est-à-dire qu'il me semble que la science doit viser la vérité. Euh, Après, elle ne, elle ne vise pas, elle ne peut pas viser toute la vérité ou la vérité dans tous les domaines, et elle ne prétend pas qu'il y a une vérité dans sur n'importe quel sujet dont on est susceptible de parler, etc., etc. Tout n'est pas, ne peut pas être objet même tout ne peut pas être objet de science. Je ne sais pas si ça répond à l'inquiétude ou à la distinction que souhaiterait faire l'intervenant entre vérité et réalité que je n'ai pas faite. Je pense que si, merci. Il y a disons une demande de distinction entre ce que vous, Bruno Andreotti, vous avez appelé les battleurs médiatiques qui disons, font jouer leur réputation et d'un côté et de l'autre les PI, les chefs de projet qui dans des gros projets du type en astrophysique, en planétologie, ont un rôle de coordination et c'est pas quoi, c'est des choses assez distinctes et c'était pour être sûr que vous ne mettiez pas sur le même plan euh, la personne qui fait de l'autopromotion d'un côté et la personne qui coordonne des projets et quand il y a beaucoup de monde, beaucoup de personnes qui interviennent, il y a une nécessité de coordination avec un responsable, un PI. Est-ce que vous mettez les deux types d'acteurs sur le même plan? Alors, ils participent d'une même époque, d'une même mutation managériale du métier. Ils ont une relation étroite malgré tout, c'est que la figure du PI qui est récente, ou je vais dire manager de la science comme ça, eh bien, se trouve en situation de porter des projets en quête de financement, c'est sa nature profonde, et par conséquent en quête d'être évalué par qui? Par des experts qui vont utiliser des normes hétéronomes à la science, les normes des financeurs, pour déterminer qui est financé et qui ne l'est pas. Et c'est là où il y a un déplacement qui participe d'une dérégulation des normes de probation savante. Il me semble qu'à l'époque fordiste, eh bien, le fonctionnement de la science exigeante était fondé sur l'idée de gratification sociale, c'est-à-dire on produit un bon travail et c'est ce travail qui produit les félicitations de ses collègues, éventuellement de la société derrière. Et ce déplacement vers le projet qui est consubstantiel au PI vient opérer un déplacement entre la production de science elle-même, de preuves, et quelque chose d'autre qui est avoir déjà porté des projets, avoir donc c'est en ça que je les rassemble comme deux symptômes d'un même mal qui nous touche.
Alors, disons en réponse à votre réponse, est-ce que c'est la notion même de gros projet que vous critiquez dans, dans votre façon de voir les choses? Est-ce que euh, il y a le côté, vous opposez le côté artisanal du chercheur et les gros projets qui ont une hiérarchisation plus importante et du coup vous remettez en cause un peu le, l'existence des gros projets où pour vous ils sont valides, ils sont bienvenus, ils sont dans la logique de la science. Donc, donc, ce que je ne remets pas en cause, c'est la parfaite légitimité euh, de la sphère politique à avoir des grands axes de recherche prioritaires. Ça me convient tout à fait bien. L'essence du projet, c'est quand même d'aller totalement contre l'idéal Humboldtien de l'autonomie du monde savant vis-à-vis des pouvoirs. Donc oui, le projet au sens du management, c'est-à-dire le financement exclusif, le non-financement générique des chercheurs de métier, c'est une forme de pilotage hétéronome qui va contre l'exigence scientifique, contre la diversité de la production scientifique. Donc oui, en effet. Et est-ce que les scientifiques sont dans leur rôle quand ils cherchent à orienter les choix politiques? En fait, c'est un peu une des questions qui est posée. Et je pense qu'en arrière-fond, il y a aussi tous les débats aussi autour du GIEC, peut-être. Donc, est-ce que c'est en tant que citoyen ou en tant que scientifique qu'on oriente des choix politiques? Je peux donner simplement un petit élément là-dessus qui me semble important, qui est que euh, les signes qui sont émis par les chercheurs, par les savants, par les sociétés savantes, par les institutions scientifiques, doivent être sans ambiguïté sur le fait que c'est la probité et la recherche de la vérité qui ont prévalu dans la production des résultats. Parce que il faut que la manifestation d'intérêt, par exemple politique ou de démarches citoyennes qui sont contestables, etc., qui peuvent être les motivations de différents chercheurs ou de différents groupes de chercheurs, il faut que ces motivations, même si elles existent et si elles sont connues, c'est pas forcément un problème, mais il faut qu'elles soient connues de telle sorte qu'en même temps, il est connu qu'elles n'interfèrent pas avec le résultat. Sinon, on arrive dans cette fameuse crise de confiance dans laquelle une partie de la population semble être aujourd'hui vis-à-vis des institutions scientifiques. Parce que justement, quand on est loin des procédures de véridiction directe et qu'on doit chercher des indices assez lointains et indirects de véridiction, ben, ce qu'on regarde, c'est les intérêts des personnes en présence, les financements, les machins. Et il faut que ces signes-là, ces signes des procédures, ces signes indirects, des méthodes de véridiction qui ont été employées, il faut qu'ils soient sans ambiguïté. Alors, qu'ils soient sans ambiguïté, ça ne veut pas dire que
il faudrait taire l'engagement des chercheurs, le fait qu'ils aient choisi de travailler sur tel domaine parce que il y a des convictions personnelles qui sont à l'arrière-plan, ça pose pas de problème. Je pense que Bruno Andreotti l'a dit, mais dans la, dans, dans le- enfin, il doit apparaître clairement, il doit y avoir des garanties même, des garanties tangibles par quelqu'un qui peut pas aller dans le sujet même parce que c'est trop compliqué, que c'est ce qui lui est présenté et non orienté. C'est-à-dire que c'est quelque chose dont il doit pouvoir faire lui ce qu'il veut. Merci à vous deux, à Henri Galinon et Bruno Andreotti pour vos présentations et puis pour vos réponses aux questions.